Donc le but là de ce soir, c'est de présenter, faire une sorte d'introduction sur l'hygiène alimentaire du sportif, puis avec un prisme particulier, quelques exemples spécifiques pour le footballeur. Moi déjà, c'est toujours le prisme du football. Pourquoi? Déjà parce que c'est parce que bon, si vous pratiquez le football, mais surtout parce que moi c'est une passion de famille. Donc moi j'ai joué pendant longtemps. Puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est un sport qui est hyper médiatisé, très populaire, et puis où il y a de grands enjeux financiers, je dirais presque par pragmatisme, les joueurs, vu que c'est des valeurs économiques très fortes, seront pas dans une idéologie par rapport à l'alimentation. C'est-à-dire si ça marche, on fait. C'est des mécaniques très bien huilées, et avec des salaires dépassant les dizaines de millions pour les grands joueurs. On a aujourd'hui des données très fiables sur les sportifs qui sortent on va dire des idées reçues qui ont pu être données dans les années 70 et où il y a pu y avoir des formations, on disait des sucres lents, les protéines, etc. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Je dirais essentiellement parce qu'il y a eu des flux financiers énormes qui ont été injectés dedans. Donc un joueur qui récupère moins bien, ou un joueur blessé, ou un joueur sous-performant, s'il a une grande valeur marchande, et s'il n'a pas ces performances-là, il perd en valeur. Donc forcément, un Cristiano Ronaldo, ou un Messi, ou un Neymar, s'ils ont de moins bons temps de récupération, il y aura moins de sponsors, etc., etc. Donc c'est ça qui est intéressant d'observer. Les grands sportifs, aujourd'hui, ont tous des nutritionnistes de pointe, et plus avec des courants généraux, mais adaptés à leur physiologie propre. Donc je parlerai de l'exemple de Messi, par exemple. Parce que pour moi, c'est celui qui est le plus parlant. Il y a eu une période pendant 2-3 ans où il enchaînait les blessures musculaires à répétition, et on va dire depuis 4 ans, il n'y en a plus. Et ça vient essentiellement de son changement alimentaire. Donc je m'appuierai là-dessus à la fin pour voir ce qui a été mis en place, et quelles difficultés il y a eu sur la mise en place, pas tant pour lui, mais plutôt pour l'entourage, parce qu'il y a la diététique des clubs, puis ensuite il y a la diététique des athlètes propres, qui ont leur coach personnel, on va dire à plein temps. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on ne peut pas parler de l'alimentation du sportif, de l'hygiène alimentaire du sportif, sans parler de 2-3 choses théoriques au niveau de la santé et de la physiologie humaine de manière générale. Alors ça sera un petit peu technique, mais pas trop, hein, pas d'affolement, tout ça à la portée de tout le monde, mais on est obligé de passer par là, parce que sinon on ne comprend pas trop l'intérêt de parler des minéraux, de parler des enzymes, de parler d'une alimentation qui est davantage crue, etc., etc. Donc il y a une constante dans le sang qui existe, c'est un pH qui a une valeur de 7,35. Donc voilà, le pH, très simplement, de 0 à 7 c'est acide, et de 7 à 14 c'est alcalin. Donc c'est une potentiel d'hydrogène. N'importe quelle solution, on teste, vous avez un pH urinaire, un pH salivaire, un pH au niveau de l'estomac, qui est très acide, enfin voilà, ça c'est des notions que tout le monde connaît. Et le sang, il est légèrement alcalin, au niveau de, on va dire, une constante entre 7,35 et 7,45. Et il y a des mécanismes tampons pour maintenir ce sang dans un bon état physiologique. Et les mécanismes tampons, il y en a deux, essentiellement. C'est le tampon pulmonaire, donc le système respiratoire, notamment avec l'oxygène et le dégagement du CO2 toxique, donc ce qui est très important, évidemment, quand on est sportif. On se rend bien compte, hein, de toute façon, quand on produit un effort physique, on n'a pas besoin de réfléchir à respirer plus, ça se fait automatiquement. Et si on a d'oxygène, on le sent, ça brûle partout dans les muscles, et on sent vraiment l'acide lactique. Et là déjà, l'acide lactique, ça vous renvoie à quelque chose qui est trop acide et qui crée un problème dans les tissus musculaires. Et donc le sang est légèrement alcalin. Donc premier système tampon, le système pulmonaire. Deuxième système tampon, le système rénal. Et là, c'est essentiellement sur la base de minéraux et de l'excrétion des déchets acides par les urines. L'urine, c'est du sang filtré, c'est à peu près 80 litres de sang filtré par jour, et donc qu'on excrète. Pour ça que quand il y a eu la petite polémique avec Zidane qui allait se faire filtrer son sang en Suisse en disant que c'est une pratique de dopage plus ou moins, évidemment si on purifie plus le sang, on élimine plus vite les déchets, donc on récupère plus rapidement. Qu'est-ce qui empêche de s'entraîner beaucoup? Les sportifs, eux, le but c'est de s'entraîner beaucoup pour être plus performants. C'est souvent les courbatures et les crampes. Donc ce sont des cristaux acides, des déchets d'acide lactique, dans les tissus qui occasionnent des douleurs, et puis la répétition à l'effort soit ou moins efficace, voire impossible. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre
qu'il faut tout miser sur l'équilibre acide-basique, puisque quand on produit du déchet acide, il faut avoir deux systèmes tampons efficaces, donc les reins et les poumons, et surtout avoir une réserve pour basifier notre corps, alors sans passer par la dialyse. Entre parenthèses, c'était un petit peu l'astuce des Rolling Stones aussi, et comment ça se fait qu'ils durent aussi longtemps. Eux, ils pratiquaient une dialyse. Donc on prend de la drogue, puis avant que ça impacte les organes, eh ben on nettoie le sang, ce qui permet d'être en bonne santé. C'est une ruse, hein, et donc c'est considéré comme une pratique de dopage. C'est aussi pour ça qu'on retrouvait des fois, quand il y avait des perquisitions dans le Tour de France, des appareils de dialyse à domicile dans les chambres des coureurs. Voilà, bon, c'est vraiment, là on va dans l'exemple extrême, le dopage, mais c'est pour comprendre qu'il y a une réalité physiologique qui est connue. Alors nous, on va évidemment parler sur ce conseil-là, mais on va voir comment nettoyer le sang efficacement, comment faire en sorte que ces déchets-là sortent plus rapidement ou occasionnent le moins de lésions musculaires. Puisqu'en définitive, si on se rend compte que dès l'instant qu'on va produire un effort, on va produire de l'acide, donc il va générer des crampes, des courbatures, de la fatigue, des maux de tête, etc. Donc tout ça, c'est trop d'acide qui circule. L'activité cellulaire, c'est produire de l'acide. Vivre, c'est produire de l'acide. C'est pour ça que là, je parle, je ne produis pas beaucoup d'efforts, mais je rejette du CO2. Parce que j'ai une vie cellulaire, mes milliards de cellules sont en action, mes cellules cérébrales, mon sang circule, ma lymphe circule, etc., etc. Donc il faut des éléments basifiants, en réserve, pour pouvoir tamponner cet excès d'acide, parce que sinon le pH de mon sang deviendrait trop acide et c'est pas possible. Les premières réserves qu'on a, basifiantes, ce sont les minéraux. Et d'ailleurs, vous le connaissez tous, ce système tampon-là, c'est pour ça qu'on dit, pour éviter les crampes, il faut manger des bananes. Pourquoi? Parce que les bananes sont riches en potassium. Et donc, il y a 4 minéraux qui tamponnent le système quand il est trop acide. Ce sont des minéraux dits basiques ou alcalins. Vous avez donc le potassium, le magnésium, le calcium et le sodium. Et c'est des minéraux que vous retrouvez systématiquement dans les prises de sang qui sont faites de base quand vous allez chez le médecin. Ce sont des minéraux essentiels pour servir de système tampon au corps humain quand il y a un dysfonctionnement. Est-ce que ces réserves sont inépuisables? Évidemment non. Évidemment non. Puisqu'on aura en réserve ce qu'on est capable d'apporter, notamment par notre alimentation. Et si on ne l'a pas par notre alimentation, où est-ce qu'on va les trouver? Dans les structures du corps qui comportent des minéraux. Premièrement les os, deuxièmement les dents, ensuite les ongles et les cheveux. Donc un signe qui montre un empiètement sur le capital minéral, donc sur les réserves basifiantes de l'organisme, ce sont les cheveux secs, cassants, voire la perte de cheveux, des ongles friables, cassants, qui se dédoublent, des caries dentaires. C'est aussi pour ça que vous regardez quand il y a des recrutements des joueurs de foot, le test du dentiste, c'est quelque chose qui est fait en prioritaire, parce qu'on sait que derrière, il y a une fragilité globale du système. Et puis donc, les cas d'arthrose et d'ostéoporose. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse pour que vous compreniez. Là, je vais essayer de donner des exemples à chaque fois que pour comprendre, vu que ce que je veux dire, la chance qu'on a avec le football, c'est très médiatisé. Il y a un joueur qui s'appelle Fabien Lemoine, ça ne s'invente pas, hein, particule presse. Donc Fabien Lemoine, donc c'est un joueur qui jouait à Rennes, qui joue aujourd'hui à Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, à Rennes, il a eu une grave blessure. En retombant, il s'est perforé un rein. Donc sa vie a été mise en danger, il a été sauvé de justesse, mais il peut refonctionner parce que avec un rein, le rein s'hypertrophie, le rein restant s'hypertrophie, devient plus gros, elle permet de filtrer le surplus. Est-ce que vous avez remarqué une particularité à Fabien Lemoine après qu'il a eu son accident? Ouais, il a les cheveux qu'on blanchit hyper rapidement. Exactement. Et ça s'explique par ce que je vous ai dit. Si on enlève un rein, on enlève aussi la glande endocrine qui est affectée, donc la glande surrénale. Donc les glandes surrénales produisent des hormones. L'aldostérone, donc là c'est pour les échanges minéraux, donc l'équilibre sodium-potassium, donc de minéraux alcalins, et puis aussi le cortisol, donc une hormone de réaction face au stress. L'adrénaline, la noradrénaline aussi, mais vous avez le cortisol. Dès l'instant que vous avez un pic de stress, vous produisez du cortisol. Est-ce que les sportifs de haut niveau sont des gens stressés? Ils ne sont pas stressés, ils sont surstressés. Ils sont surstressés. Déjà stressés par la compétition, stressés par l'enjeu, stressés par la concurrence. Et puis aussi, quand vous regardez comment ils s'entraînent, ou même comment nous, on s'entraîne à petit niveau, c'est en mode compétition permanent. Parce qu'il y a les trackers GPS, il y a les cardiofréquencemètres, il y a les tests à l'effort, les VMA, etc., etc. Donc, on est en mode compétition constamment.
Et donc ça stresse. Et donc pour réagir à ce stress, il y a donc cortisol, glande surrénale et les échanges minéraux pour les bases. Et donc quand Fabien Lemoine il lui est arrivé cet accident-là, eh ben, son système tampon rénal a été empiété de 50%. Et donc passer entre la vie et la mort, il paraît que c'est un petit peu stressant aussi. Donc je pense que ça en a rajouté une belle grosse couche. Et donc d'où le fait qu'il y ait apparition, mais quasiment instantanée de cheveux blancs. Et donc ça empiète aussi sur sa faculté de récupération et de tampon. Donc ça c'est intéressant de voir, c'est tout le temps en jeu. On va voir un autre organe maintenant, un deuxième organe qui est extrêmement important pour gérer les acides. C'est l'organe pivot, on va dire c'est le directeur de l'équilibre. Celui-là, vous aurez tous l'exemple en tête, Eric Abidal, avec ce qui lui est arrivé. Donc Eric Abidal, si vous regardez, lui il a eu le cancer du foie, donc une première ablation de 50% du lobe du foie. Il est revenu une première fois jouer à Barcelone, et puis finalement, il a dû subir une greffe d'une moitié de lobe de foie par son cousin. La greffe a pris, et puis il a pu rejouer et même remporter la Champions League avec le FC Barcelone. Quelle particularité physique avait Eric Abidal qu'il n'a plus aujourd'hui? Si vous regardez, à l'instar de William Gallas, il avait de l'acné. Il avait énormément d'acné, Eric Abidal. Des gros boutons sur la peau. Plus prononcé que ceux que je peux avoir, mais là c'est parce que j'ai fait un test qui est concluant de mon point de vue, mais qui est du coup physiquement pas concluant, mais qui est concluant de ce que je cherchais. Donc un test bref, pas rentrer dedans. Mais si vous regardez Eric Abidal, il avait des gros boutons. Alors ça peut surprendre, il dit tiens, mais un sportif de haut niveau, qui a 27, 28 ans, qui a des éruptions cutanées. Eh ben, un naturopathe vous dira, là, il y a excès de toxines et il y a un foie surchargé. Ce sera toujours ça. C'est pour ça qu'à l'adolescence, un naturopathe dit, là, le foie de l'adolescent est congestionné et ça se traduit par des éruptions cutanées. Et d'ailleurs, on le sait que c'est un lien avec l'alimentation et le foie, puisque quand on prend de la charcuterie ou du chocolat, on dit ça donne plus de boutons. Mais en fait, ce sont les aliments acidifiants. Alors, je vais faire une liste des aliments acidifiants juste après pour qu'on voit. Et donc, Eric Abidal, on peut dire qu'il a le foie malade, mais la malchance qu'il a eue, c'est de ne pas être tombé une fois sur un naturopathe qui l'aurait arrêté dans la rue, qui lui aurait dit écoute, là, il y a un grave souci de foie, on va regarder. Et donc, il y a eu cancer sur cette zone du foie, on lui enlève l'organe malade, on le remplace par un sain. Qu'est-ce qui se passe? Plus d'acné. Il n'a plus d'acné. Donc ça, c'est deux exemples qui sont constatables par tout le monde et qui ne sont pas le fruit du hasard, alors qu'il a eu, entre guillemets, un cancer entre-temps, qu'il devrait avoir un état de santé plus déplorable, eh bien non. Et puisque l'organe pivot de la santé, c'est le foie, c'est pour ça d'ailleurs qu'il peut se régénérer très vite, quand bien même il n'en a qu'une moitié, parce que c'est vraiment vital. C'est pour ça que les reins, il y en a deux. Enfin, il y a 3 organes vitaux, les 3 de base, qui sont préservés par l'organisme, c'est cerveau, rein et cœur. Et puis après, foie. Et le foie peut se reconstruire plus vite. Donc ça, c'est 2 exemples que vous pouvez tous constater, puis qu'on a vu dans les médias, mais où personne a dit vraiment ce qui s'était passé. À s'intéresser à la physiologie du corps, on va dire en profondeur, c'est aller dans ces détails-là pour comprendre. Rien n'est anecdotique. Une perte capillaire, un blanchissement des cheveux précoce, des ongles striés, cassants, une fatigue chronique, tout ça, ce sont des indicateurs sur un état de santé, évidemment. Alors donc, on voit qu'on a des organes qui sont là pour prendre en charge notre équilibre acido-basique, foie, rein, poumon, mais évidemment, ils ont une capacité de travail X, et nous avons des réserves minérales limitées. Donc on va voir comment on peut, on va dire, limiter les dégâts et puis optimiser nos réserves minérales pour avoir un système tampon efficace dans l'acidité. On va déjà lister les sources d'éléments acides. Alors ça va faire grincer des dents, parce que malheureusement, c'est ceux qui sont le plus consommés, mais et je dirais heureusement. Parce que sinon, on ne comprendrait pas pourquoi il y a autant de diabète, pourquoi il y a autant de cholestérol, pourquoi il y a autant d'obésité, pourquoi aujourd'hui l'OMS dit qu'un enfant sur 2 qui naît aujourd'hui aura le cancer avant 50 ans. Je dirais, s'il n'y avait pas des justifications, on penserait que Dieu est un salaud, comme on dit. Non, il y a une raison évidemment à cela, c'est l'hygiène de vie. Évidemment, il n'y a pas que l'alimentation, parce qu'il y a la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, la pollution électromagnétique, le manque de sommeil, le stress. Enfin, il y a beaucoup de facteurs modernes qui n'existaient pas il y a 2 générations, qui sont surreprésentés aujourd'hui. Je parlerai du repos et parce que c'est vraiment le pilier de la récupération, mais là on va s'intéresser simplement à l'alimentation.
Donc, est considéré comme acidifiant un aliment qui laisse dans le corps plus de minéraux et d'oligo-éléments acides que basiques. Donc là, les aliments alcalins, ce sera donc magnésium, calcium, potassium et sodium, qui seront majoritaires. Il faut voir comme une balance, en gros. Alors pour calculer, c'est des détails, c'est sur des résidus. On fait chauffer l'aliment à 180 degrés, on l'évapore. C'est ce que vous pouvez voir sur les bouteilles d'eau minérale. Il y a marqué résidu à sec pour 1 litre. Voilà, puis vous avez la teneur, et puis il y a le pH à côté. Il y a une valeur de pH. Donc vous regarderez. En gros, on utilise le même procédé pour tous les aliments. Et donc ça nous aide à déterminer des aliments qui laissent des résidus acides ou alcalins dans le corps. Alors, aliments acides, ce sont tous les aliments protéiques, les protéines. Alors, pas que animales, hein. Par exemple, hein, le soja est très en vogue, c'est une protéine végétale qui a 30% de protéines dans la matière sèche, donc ça fait partie des aliments acidifiants. Donc c'est comme ça. Elles sont acidifiantes, ces protéines, pour 2 choses. Pour le soufre, les substances soufrées, il y a aussi souvent du phosphore, sont des éléments azotés. Voilà, les glucides, les lipides qu'on connaît, c'est carbone, oxygène, hydrogène. Et donc lipides, glucides, c'est carbone, oxygène, hydrogène. Et les protéines, il y a de l'azote qui est en plus. Donc dans les éléments acides, celui qui est le plus acidifiant, c'est les protéines. Mais ça, on le sait. Par exemple, on sait que les crises de goutte, c'est généré aussi avec la surconsommation de viande rouge notamment. Ou alors, ça peut être déclenché aussi par de la prise de vin blanc. Le vin blanc qui est bourré d'acides forts. Et donc là, on voit bien qu'on génère des cristaux dans le corps qui ne peuvent pas suffisamment être évacués par les reins, puis souvent qui vont aboutir à la formation de calculs rénaux. Encore une fois, parce que les filtres principaux du corps, ce sont les reins. Donc les protéines. Vous avez aussi les céréales. Alors on parle beaucoup du gluten, c'est à la mode. On va faire simple, on va dire l'ensemble des céréales. Pourquoi? Alors ça dépend. Si ce sont des céréales qui sont germées ou fermentées, par exemple comme était le pain autrefois, c'était du grain complet fermenté au levain, là c'est différent. Parce qu'on potentialise, de toute façon tout le monde a bien, enfin ceux qui ont eu la chance de goûter du pain ancien au levain, on se rend bien compte qu'il est très digeste, qu'il se garde très longtemps, qu'il est vivant. Parce qu'on a amené une fermentation qui a transformé un acide qui s'appelle l'acide phytique, qui inhibe l'absorption des minéraux. Donc en fait, les céréales sont essentiellement acidifiantes, en présence d'acides et d'inhibiteurs d'enzymes qui fait qu'on n'arrive pas à les assimiler. Et ça, c'est normal puisque les céréales, les grains, sont sont faits pour la consommation des granivores, c'est-à-dire des rongeurs ou des oiseaux qui ont un gésier et un jabot pour pouvoir utiliser cette graine. Alors là, déjà, on arrive dans un truc assez compliqué puisqu'on nous vend en sport l'utilisation de sucre lent, la pasta partie, etc., avant l'effort, pour restituer de l'énergie. Alors on va voir qu'on peut avoir de l'énergie, parce que là, ça en prend surtout. Pour faire simple, les glucides complexes que représentent les céréales, ce sont des aliments amidonnés. Et l'amidon, pour être hydrolysé correctement, donc une molécule d'amidon, il faut 300 molécules d'eau pour l'hydrolyser. Donc ça nous fait perdre de l'hydratation quand on fait du sport. Donc ça, c'est la première chose. Et puis surtout, il faut entre 3 et 4 heures de digestion. Donc c'est à voir à quel moment on les prend, parce que quand on est dans l'effort et si on est en train de digérer, ça va être un problème. On sent bien quand on a consommé des sucres lents juste avant, on n'est pas optimum. Donc je donnerai 2-3 exemples. Donc les céréales. Céréales, on va dire les grains, grosso modo. Et dans les grains, vous aurez aussi les légumineuses, donc tout ce qui est famille des lentilles, etc., etc. Évidemment, on peut passer, là j'ai dit fermentation, levain ou germination, les germes de blé, les graines germées, etc. Ça passe, on passe du côté des aliments alcalinisants. Légumineuses, c'est pareil. Les lentilles germées, ou alors vous avez des galettes qui existent, des galettes de lentilles, de pois chiches et autres, qu'on a fait en pâte et puis qu'on a fait fermenter. Voilà, là ça passe mais bon, c'est tellement minoritaire que j'en parle peu. Et puis vous aurez tout ce qui est aliments raffinés et industriels. Alors ça, c'est la pire des choses. Raffinés, pourquoi? Ce sont des aliments, si on raffine, c'est-à-dire qu'on ôte des parties de l'aliment pour ne garder qu'une chose. En général, il reste que du sucre. Par exemple, sur de la farine blanche, ou du pain blanc, ou du sucre blanc,
Vous voyez la différence, si vous mangez une baguette de pain blanc, vous n'êtes pas capable de manger une demi-baguette de pain complet. Parce qu'on a retiré beaucoup de choses. Et il y a moins de fibres, mais c'est surtout, il y a beaucoup moins d'éléments nutritifs. En fait, on mange pour un volume de nutriments, pas pour un volume alimentaire. On mange pour nourrir nos cellules. Le sucre blanc, c'est pareil, on en met plus, on peut en mettre plus que du sucre complet. Et dans le sucre complet, vous avez tout un tas de minéraux, de la canne à sucre qui a poussé. Et puis vous avez le sel aussi. Vous mettez du sel non raffiné, vous en mettrez moins pour le même goût que du sel blanc. Parce qu'on a retiré les minéraux, la plupart des minéraux de ce sel-là. Et on le sent au niveau du goût. Donc, si ces aliments ne m'apportent pas de nutriments, qu'est-ce qu'ils vont faire quand je vais les manger ? Déclencher la digestion, un processus digestif, ça demande de l'énergie. Pour développer de l'énergie, il me faut des nutriments. Alors les nutriments, c'est vitamines, minéraux, on l'a vu, et oligo-éléments. Et puis on peut dire aussi enzymes. Sauf que dans les éléments raffinés, vous n'avez plus rien, parce que les vitamines, il n'y en a plus jusqu'à 110 degrés, et les minéraux sont ce qu'on appelle précipités à 120 degrés, c'est-à-dire qu'ils sont plus assimilables par l'organisme. Et donc les oligo-éléments, pareil, partent. Et les enzymes sont détruits à 52 degrés de mémoire. Donc déjà par le raffinage et par le chauffage, il n'y a plus rien. Donc on va devoir puiser dans nos réserves pour digérer un aliment qui ne nous donnera aucune énergie. Donc consommer majoritairement des aliments raffinés nous appauvrit en nutriments, nous met en état de carence. Alors évidemment, on ne mange pas que ça, donc on va le chercher ailleurs, mais c'est dommage de manger des calories vides. Typiquement, c'est des calories vides. Les pâtes blanches, le pain blanc, le sucre blanc, je ne devrais même pas en parler, mais le sel blanc, ce sont des aliments morts, qui prennent de l'énergie et qui ne donnent rien. Alors ça remplit l'estomac, et c'est tout ce que ça fait. Donc évidemment que nous, si on cherche à développer du sport et à avoir une activité, on veut des aliments complets, denses, et qui nous amènent de l'énergie. Là, on fait travailler notre système digestif. On estime que le système digestif prend entre 30 et 50% des réserves énergétiques quand on est en digestion. Donc il faut essayer de l'optimiser. C'est pour ça que du coup, les grignotages, il y a les mollos. Et donc les aliments industriels, là on aura tout ce qui est émulsionné, tous les additifs alimentaires, exhausteurs de goût, émulsifiants, etc., etc. Ça, pareil, vu que ce sont des agents chimiques, ça demande beaucoup d'énergie à l'organisme pour les gérer en tant que déchets acides et puis les traiter. On va dire que voilà, ça ce sont les sources d'aliments assez acidifiants. Alors qu'est-ce qu'il y a du côté des aliments alcalins ? Il y a ce qu'on appelle les glucides. Alors, pas n'importe lesquels, ça va être les fruits. Et puis aussi vous aurez, on va dire, les végétaux qui sont possibles de manger crus, donc pas les grains. Alors qu'on les mange crus ou cuits, peu importe. Hein. Donc c'est-à-dire l'ensemble des légumes et ce qu'on appelle les oléagineux. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a pas mal d'oléagineux qui sont acidifiants, donc ça va être la noix, la noisette, les amandes, les noix de cajou, etc. L'amande est hyperalcalisante par exemple. Et donc ce sont des aliments qui sont très intéressants parce qu'ils sont riches en protéines. On est sur entre 10 et 15% de protéines. Et puis très riches en minéraux. Très très riche en minéraux. Voilà. Pour ça qu'il y a une mode aussi sur le purée de sésame, etc. Le sésame, la graine de sésame, c'est l'aliment le plus riche en calcium au monde. Enfin voilà, vous avez plein de choses comme ça. Et puis les lipides. Alors, les lipides sont les huiles. Alors elles sont plutôt neutres. Elles sont plutôt neutres. Elles ne sont pas acidifiantes, mais vu qu'elles sont raffinées, elles prennent un peu d'énergie, mais elles sont considérées comme neutres. Donc dans les lipides, vous avez quoi ? Vous avez les avocats, vous avez les olives, donc les oléagineux, mais vous avez aussi les parties du gras animal. C'est-à-dire que quand on dit produits animaux, on peut dire presque tout et n'importe quoi, mais il y a plusieurs choses. Évidemment qu'il y a une différence entre du foie de veau biologique et des morceaux de chair de porc qui a été cuit au barbecue, par exemple, et pas élevé bio. Ça n'a rien à voir. Les viscères, par exemple, seront beaucoup moins acidifiants, parce que très riches, parce que ce sont des organes de stockage très riches en minéraux, oligo-éléments. Ce seront aussi des organes spongieux, plus faciles à manger, et qui demanderont moins de travail de dégradation à l'estomac par rapport pour dissoudre des tendons, des ligaments et d'autres formes tissulaires. Il faut beaucoup d'acide chlorhydrique, donc beaucoup d'énergie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand vous mangez des abats. Alors après, c'est tout un contexte culturel qui font qu'on trouvera ça ragoûtant ou pas. Mais nous, on est là pour parler
de physiologie, puis on voit. Après, chacun fait comme il le sent, ou comme il le peut, ou comme il le veut. Mais du coup, là, on a l'impression que ça donne peu de champ d'action. On se dit, bah ouais, il y a juste les fruits et légumes. Et ben, qu'est-ce que c'est que les fruits et les légumes? Ça devrait constituer l'essentiel de l'alimentation humaine. Pourquoi? Puisqu'on a une flore dite de fermentation. Donc on a un système digestif qui est très long pour avoir une décomposition lente sur 2 ou 3 jours des aliments. Or, si on regarde les céréales, il faut un temps de digestion très rapide, ce qu'ont les granivores. Et puis les protéines, il faut une flore de putréfaction. Donc système très court, pour pas que ça fermente dans les intestins. Donc en gros, on dit que l'homme a une tendance fortement végétale à 80% et pourrait s'autoriser 20% du reste. Aujourd'hui, on est plutôt à l'inverse. On a 80% de céréales et de produits animaux et 20% de légumes et fruits. Et puis à la limite, le fruit, on va le prendre presque entre les repas, alors qu'on devrait prendre des légumes de manière majoritaire. On va dire que c'est très récent le fait de manger autant de viande, alors que là, aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent sur le paléolithique, là, vous avez peut-être entendu parler de l'alimentation paléo. Ça fait grand bruit dans le sport. Par exemple, les All Blacks, depuis 2 Coupes du Monde, je crois, mangent paléo. Vous avez pas mal de tennismen qui mangent paléo. Puis pas mal, je crois que le 15 de France là s'est mis au régime paléo. Voilà, ça commence à gagner du terrain. Donc le régime paléo, c'est de mimer ce que mangeaient nos ancêtres. En gros, pour faire simple, les céréales sont apparues dans l'agriculture, donc dans la domestication de la culture, il y a entre 4 et 10 000 ans. C'est sur l'échelle de l'humanité. Si l'humanité elle est sur 365 jours, on consomme des céréales depuis 1 jour et demi, grosso modo. Donc on a fait 100. Et là, dans les recherches en paléo, on se rend compte que l'homme dans le paléo consommait énormément de végétaux, des plantes sauvages, des racines, etc., des baies. Ils étaient plus cueilleurs-chasseurs que chasseurs-cueilleurs. En fait, on est en train de revenir à l'inverse. Et qu'on se rend compte, il y a un indice. C'est un peu technique, ça sera le seul moment technique, mais je trouve que c'est un peu parlant. C'est l'indice PRAL. C'est un acronyme anglais, c'est Potential Reduce Acid Load. Donc la charge acide gérée par les reins. Donc en gros, plus il y a de charge acide, plus c'est dommageable pour l'organisme. Et donc il y a dans le paléolithique, cette charge, elle était de moins 88. Donc, c'est-à-dire que le travail des reins était mais très minime. Énormément de minéraux. Aujourd'hui, on a plus 40. Donc, c'est énorme. Et il y avait 3 fois plus de consommation de potassium. Donc, il y a quelques milliers d'années que maintenant. Et c'est à ce moment-là, au moment de l'agriculture, qu'on a vu les premières, avec les analyses des anthropologues, et puis des chercheurs, et puis des archéologues, etc., quand on faisait des fouilles, on s'est rendu compte que la densité osseuse des hommes durant le paléo était 3 fois plus dense que la nôtre. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu les premières caries dentaires, les premiers cas de diminution de fractures, enfin de diminution osseuse, etc. Et donc ce qui a amené, je reviens à mon exemple du rugby, ce qui a amené le 15 de France à s'intéresser à l'alimentation, ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'ils allaient à l'impact contre les îles Fidji, contre les Samoa, contre les All Blacks, ils se faisaient exploser. Les os étaient durs comme du béton. Donc ils se sont dit, mais ça vient de quoi? Ils ont regardé, ça vient de leur nourriture. Il n'y a pas de céréales, il n'y a pas d'aliments industriels, ce sont énormément de végétaux, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et des produits animaux frais. Beaucoup de pêche, et puis des bêtes d'élevage de troupeaux, des agneaux, des chèvres, etc. Et donc, eux, ils mangent instinctivement comme ça. Il y a des chercheurs néo-zélandais qui ont travaillé dessus. La Nouvelle-Zélande est très en avance sur la santé naturelle. Et donc, ils ont institutionnalisé ce régime-là, mais qui demandait que quelques ajustements par rapport à ce qui était fait il y a des traditions. Et donc, les Français se sont dit, nous, à chaque fois qu'on va aller à l'impact, on a l'impression de taper dans un mur. Nous aussi, on veut être des murs, quoi. Et donc, ils se sont mis à ce régime-là. Et donc, là, c'est en train de gagner, au-delà du sport du rugby, de plus en plus de sports, des tennisman, mais aussi des footballeurs. Et là, on fait tomber une immense idée reçue, c'est celle du mythe des sucres lents, où on nous dit, il nous faut vachement de sucre lent. Et donc, là, il n'y en a plus du tout.
Il n'y en a plus du tout. Sucre lent, ça veut dire beaucoup d'énergie, oui, mais diffusée très lentement, mais beaucoup d'énergie aussi demandée à l'organisme pour quelque chose pour lequel il n'est pas fait. Et on se rend compte au final que derrière les sucres lents, ce qui est important, c'est surtout les sucres. Et où est-ce qu'on peut avoir les sucres? Eh bien, dans notre groupe glucides, fruits. C'est pour ça que vous voyez maintenant dans tout ce qui est ultra trail, marathon, etc., de larges mouvements où les gens sont dits vegan, c'est-à-dire mangent que des fruits et des légumes, et beaucoup de champions, vous avez Scott Jurek, Brendan Brazier, qui sont des leaders mondiaux de leur compétition. Alors pour faire court, par exemple, Scott Jurek, c'est quelqu'un qui fait la Arizona Race, donc c'est 250 km en plein cagnard dans l'Arizona. Il a gagné 7 fois la course, et il ne mange que des fruits et que des légumes. Donc ça aurait paru incroyable. Et donc il fait des séminaires, il est retiré de compétition, et, il fait des séminaires pour expliquer pourquoi ces recherches ont été faites. Et lui, il a commencé comme point de départ en disant la différence entre un bon athlète et un champion, c'est la récupération. Comment optimiser le temps de récupération? Ne pas faire stagner les acides dans le corps. Donc déjà, en apporter le moins possible et en évacuer le plus possible. Quand vous mangez beaucoup de fruits, de légumes, qu'est-ce qu'ils contiennent? De l'eau. Et ça emporte les déchets. On le voit bien d'ailleurs quand on boit moins, on a l'urètre qui nous brûle, parce que ce sont ces déchets acides-là qui nous brûlent. Donc si on les dilue plus, on nettoie et en plus on apporte des nutriments. Et donc là, on fait tourner la machine. Et c'est là où il ne faut pas confondre l'énergie et le carburant. Est-ce qu'on a une grande tendance à faire dans le sport? On pense que c'est l'aliment qui nous donne de l'énergie. Or non, là vous voyez par exemple, vous pouvez aller faire du sport, ou peut-être vous avez déjà jeûné dans votre vie, ou vous avez été forcé de vous priver de nourriture par une maladie quelconque, une crise aiguë. Là, par exemple, Yannick Noah, avant chaque Roland Garros, il jeûnait une semaine. Voilà. Donc lui, pourquoi il faisait ça? C'est pas par quelque chose de spirituel ou quoi que ce soit. Il savait déjà, dans les années 80, qu'il y a des déchets acides qui stagnaient dans le sang et dans la lymphe, les deux liquides circulant dans le corps. Et donc, quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie ces corps-là. Et donc, lui, il optimisait, c'est comme s'il faisait pareil, plutôt que de faire une dialyse, il dopait son sang en nettoyant. Il n'apporte pas de déchets, et vu que le corps, il filtre en permanence, je vous ai dit par les reins, par le foie, et bien, il nettoyait, il arrivait en compétition avec un sang nettoyé à fond. La dernière fois que j'étais allé là où j'ai été formé pour le jeûne, parce que je suis conducteur de jeûne également, donc en Bretagne, auprès de Désiré Mérien, il y avait je ne vais pas donner son nom, mais la championne de France de badminton. Et elle jeûnait. Elle jeûnait 2 semaines avant les compétitions, puis après il y a quelqu'un qui la suivait les 2 semaines après pour une alimentation que fruits et légumes, pour avoir un maximum. Donc ça se fait de plus en plus. Sauf que c'est un petit peu les recettes secrètes, c'est un peu ce qu'on se garde, mais ça se fait de plus en plus dans le sport. Donc tout ça pour dire qu'une alimentation extrêmement riche en fruits et en légumes nous assure un apport optimum en minéraux, c'est-à-dire des éléments qui compensent la production d'acide qu'on va avoir pendant l'effort, nous hydrate correctement en profondeur et nous apporte les calories suffisantes. Alors évidemment, les légumes, ça n'apporte pas assez de calories. Ce qui apporte beaucoup de calories, ce sont les fruits. Mais l'élément dans lequel vous avez beaucoup de calories, ce sont les oléagineux et les lipides aussi. Donc voilà, toute forme. Ce qui n'exclut pas de manger des protéines animales du tout, mais lesquelles on va préférer. Eh bien, celles, par exemple, qui vont être le moins acidifiantes, donc les œufs, par exemple, ça peut être les œufs, mais pas n'importe lesquels, évidemment, avec des poules qui ont été nourries correctement, parce qu'on va retrouver les principes nutritionnels dans l'œuf que la poule aura eu. Elle ne peut pas avoir autre chose. De la même façon que vous aurez dans les végétaux la richesse des sols sur lesquels elle a poussé. On ne peut pas faire. Donc une plante carencée amènera un individu carencé. Une poule bien nourrie amènera un œuf fort. D'ailleurs, c'est à chaque fois là où je fais mes stages, il y a des poules. Je dis, à chaque fois que je donne des couennes de gruyère aux poules, elles font des œufs incroyables. Enfin voilà, c'est pour dire, en fait, on a l'œuf en conséquence de ce qu'on a donné au départ. Donc les œufs, mais admettons un œuf cru, 30 minutes de digestion, un œuf cuit dur, 3h30. Eh ben, on fera plutôt des œufs à la coque, des œufs mollets. Pour avoir des temps de digestion courts de 1h, 1h30. On sent les œufs durs, c'est lourd à digérer, parce que plutôt le jaune devrait être cru et le blanc, où il y a les protéines, devrait être cuit. Autre protéines, eh ben, ça serait plutôt les petits poissons gras, maquereaux, sardines, harengs, ces choses-là. Pourquoi? Parce que sont bourrés déjà des très bonnes protéines, et puis bourrés d'acides gras oméga 3.
Les acides gras oméga 3, vous avez déjà dû en entendre parler, sont des éléments anti-inflammatoires. Et puis, on va dire, c'est un peu l'huile du système. Donc, si en tant que sportif, on cherche à bien faire fonctionner la mécanique, il faut des bons apports en lipides et en graisse. Pourquoi pas des plus gros poissons? Là, c'est simplement un problème, je dirais, écologique. Les mers sont, sans jeu de mots, surplombées de métaux lourds. Ça, c'est une catastrophe. Donc, on voit beaucoup de casse-saturnisme chez les poissons qui sont au-dessus de la chaîne alimentaire. Donc, ça, c'est par les rejets des navires qui se trouvent sur l'eau, les usines aussi qui rejettent, les catastrophes nucléaires qu'on a pu avoir, Fukushima, etc. Et puis, il y a aussi un phénomène nouveau que les scientifiques ont découvert, c'est que les glaciers contiennent beaucoup de métaux lourds. Et là, les glaciers sont en train de fondre. Donc, ça nourrit les océans en métaux lourds de manière incroyable et ça pose un gros problème. Et là, ça devient un problème sanitaire global. Alors, après, il y a des petites astuces pour consommer des poissons, hein, si je vous la donne, c'est d'utiliser des microalgues qui filtrent les métaux lourds, qui les captent dans leurs fibres, et nous on les renvoie dans les selles. Vous devez tous connaître la spiruline, la chlorella, voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont intéressantes aussi, parce que dans le sport, c'est considéré comme des super-aliments. Pourquoi des super-aliments? C'est 60% de protéines, la spiruline, donc c'est l'aliment le plus protéiné au monde, et c'est bourré de minéraux, bourré de vitamines, enfin c'est incroyable. C'est hyper riche. Donc là, c'est un complément alimentaire de grand intérêt. Donc spiruline, chlorella, l'algue clamate aussi, là, ce qu'on appelle l'algue bleue. Voilà, petite. J'aurais pu, là j'ai oublié d'ailleurs. Dans les aliments alcalins, les algues. Nous, on n'en mange pas trop parce qu'en Franche-Comté, les algues, on peut essayer dans le lac de Vèvre. Hein, les algues du lac de Vèvre, ça se tente. Hein. Elles sont fluo la nuit, on les repère facilement. Sinon, non, c'est pas trop de notre culture, mais c'est quelque chose. Là, je vais en Bretagne la semaine prochaine. C'est quelque chose qui se mange traditionnellement. Les algues, c'est des glucides, des chaînes de glucides hyper pertinentes. On est sur 10-12% de protéines, de très bons acides gras, tous les minéraux, toutes les vitamines, l'algue nori, kombu, enfin toutes ces choses-là qui se vendent dans le commerce. Maintenant, vous en trouvez en fraîche, hein, plus que dans les magasins asiatiques. Et là, ça devient une mode. Par exemple, dans les ultra-trails, à la récupération, ils se font des jus d'algues. Et avant l'effort, ils se font des jus d'algues. Pourquoi? Bon, c'est dégueulasse, hein, je vous rassure, c'est dégueulasse. Mais, pour aller chercher les minéraux, évidemment à quel point on s'acidifie le plus que quand on fait un trail ou un ultra-trail. Les muscles, ils brûlent. C'est incandescent. Donc, ils font un gros système tampon. C'est pour ça qu'ils prennent des boissons, les boissons énergétiques avec du sodium. Vous savez, des minéraux, mais ce sont des minéraux de synthèse. Donc évidemment, tout ce qui est de synthèse, ça s'assimile moins bien. Donc là, l'avantage, c'est quand on est passionné, quand on cherche la performance, on va jusqu'au bout des recherches. Et là, on en aboutit, de la même façon que pour les acides gras oméga 3, c'est grâce aux gens du culturisme qu'on trouve ça. Parce que si on n'a pas suffisamment d'acides gras oméga 3, on fait la blessure, et si on fait la blessure, on ne peut plus pousser de la fonte, donc on n'est pas prêt pour le concours. Donc c'est pour ça que je vous dis, grâce aux sportifs, on fait non seulement des découvertes, mais c'est surtout, par l'expérience, ça valide. Donc tout ce que je vous donne là, c'est le fruit de milliers de passionnés qui ont cherché et qui ont apporté leur savoir. Je vais citer quelqu'un aussi, parce que là, je parlais de l'écosystème intestinal tout à l'heure. C'est le docteur Georges Mouton, qui est un médecin belge qui exerce aujourd'hui en Angleterre. Il ne peut plus exercer, on va dire, sur le continent, enfin en Europe continentale, parce qu'il était surnommé docteur Picouz. C'est lui qui a institutionnalisé le dopage dans les équipes espagnoles dans le cyclisme dans les années 90. Mais on va dire que même en ayant pris un truc dégueulasse, le dopage, il a étudié le sportif pour optimiser le dopage. Et derrière, il a fait un livre de physiologie qui est une référence mondiale, hein, c'est un pavé de 600 pages sur l'écosystème intestinal qui nous permet de mieux comprendre la physiologie, notamment du sportif. Quand vous questionnez les sportifs, ils vous disent tous qu'ils ont, en gros, ils ont la diarrhée. Voilà, déjà de stress, puis parce que les intestins sont hyper inflammés. Pourquoi? Parce que c'est une zone d'échange, on le sent, c'est vraiment en feu. Hein, c'est la zone tampon. Quand on a de la fièvre, on fait réduire la fièvre, on va dire, en mettant du froid sur les intestins, etc. etc. Donc les sportifs ont les intestins très inflammés. Donc en enlevant les aliments protéinés et céréaliers, qui sont irritants pour la muqueuse intestinale, c'est pour ça qu'il y a tant d'allergie au gluten, c'est parce que c'est un élément abrasif, en gros, ça détruit les villosités. Eh bien, on se rend compte qu'il y a quelque chose à optimiser. Et donc là, je reviens aux algues et donc aux minéraux, qui sont absorbés par les villosités de l'intestin, avant d'être envoyés dans le milieu intérieur, dans le sang. Eh bien, s'ils se font des jus d'algues, c'est pas pour rien. Donc là, ça nous renvoie vers quelle est
l'alimentation du sportif idéale. C'est une alimentation riche en minéraux, riche en glucides simples et riche en lipides. Voilà. Et les protéines, quand bien même le préfixe pro renvoie à premier, c'est l'élément le moins important. Vous avez 3 macronutriments dans l'alimentation. Les glucides, qui sont en groupe majoritaire, les lipides et les protéines. Les protéines, on estime que les besoins humains, c'est entre 7 et 10%. On les a surestimés. Et donc on les revoit à la baisse systématiquement. Mais quand on regarde le lait maternel, donc le lait maternel qui est on va dire, c'est là où l'enfant se développe, au niveau de ses tissus, etc. Le lait maternel, il fait 2,5% de protéines. Donc c'est un aliment de croissance. Et après, ce sont des acides gras et après des glucides. Donc on est en train de revoir, mais complètement différemment, la nutrition en ce moment. Et grâce aux sportifs, on se rend compte que oui, si un mec peut faire des courses de 250 km juste avec des fruits et légumes, peut-être quelqu'un qui aurait une vie sans faire 250 km par jour pourrait tenir. Alors le but, c'est pas que tout le monde mange végétal, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire notre alimentation devrait être majoritairement végétale. Quand je dis nous, c'est sportif. Nous devrions avoir une alimentation majoritairement végétale, des fibres pour bien faire travailler l'intestin pour pas l'irriter, des éléments nutritifs rapidement utilisables, parce que les fruits, ça se digère en une demi-heure, donc ça nous restitue de l'énergie directement. Et puis, il y a un grand apport minéral, ce qui permet d'avoir un super système tampon pour les acides, les déchets acides qu'on produit dans les muscles. Et là, on le voit. Et moi, je l'avais constaté, j'ai changé d'alimentation en 2009, et je faisais beaucoup de vélo à l'époque, et je faisais toujours le même circuit. J'habitais à Besançon, puis j'étais sur la véloroute. Je faisais tous les jours le même circuit, soit entre midi et 2, soit en fin de journée. Et à cette époque, j'ai transité vers une alimentation qui était 100% végétale. J'ai fait ce test-là pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai mangé uniquement des végétaux. Et donc, j'ai vu ma moyenne augmenter de 3 à 4 km/h en 2 mois. Et puis, les courbatures qui n'étaient plus là, les douleurs dans le dos qui n'étaient plus là, sur la posture, des choses que je croyais figées, pour lesquelles j'allais voir le kiné ou l'ostéopathe, et qui se sont améliorées. Simplement parce que les déchets acides n'étaient pas renouvelés, puis c'est surtout qu'ils arrivaient à être évacués plus régulièrement. Donc, très clairement, c'est miser sur une alimentation minérale. Que manger avant l'effort ? C'est simple. On a le carburant principal, ça va être du sucre. Des fruits. Des fruits. Une heure avant l'effort, on prend des fruits. Alors je rappelle que grâce au foie, il y a une réserve de glucides. Il y a un mécanisme qui est la glycogénèse. Donc en gros, on stocke et puis on transforme aussi du gras. Enfin bref, on stocke du gras et on stocke à peu près 2000 calories. Donc, ce qui est pas mal, hein, c'est-à-dire pour un adulte comme moi d'1m85 qui ferait 1 heure de sport par jour, j'ai besoin de 2000 calories. Donc si j'ai 2000 calories en réserve, plus si je mange à côté, j'ai largement de quoi. C'est pour ça qu'on conseille souvent, quand on fait un sport, on va dire, si on fait juste un entraînement, quelque chose qui n'est pas intensif, on peut y aller à jeun, parce qu'on a 13 heures, puis au contraire, on va tirer sur les graisses. On va transformer ces graisses en sucre. Donc ça, c'est pour ça que vous avez un grand courant de faire du sport à jeun, puis on se rend compte que ça ne fait rien. Par contre, si je fais un match où j'ai beaucoup de sprint à faire, là, je ne vais pas le faire à jeun. Là, je vais manger des fruits avant. Et pas des féculents, par contre. Pas des glucides, qui vont être très lourds à digérer, qui vont être acidifiants. Vous faites un gros bol de fruits et ça suffit. L'expérience vous mènera à la reproduire. Que manger après ? Après, il faut de la récupération. Donc, on va manger plutôt minéral. Donc, des légumes ou des algues ou des choses de la colonne de droite. Mais on va pouvoir aussi remettre des protéines, puisqu'on a déconstruit des tissus. On sent que ça a été des micro-déchirures qu'on a eues. Donc là, on va reconstruire avec les acides aminés des protéines les tissus. Donc là, on peut mettre les protéines, mais après l'effort, surtout pas avant, puisqu'on n'en a pas besoin. Donc elles seront utilisées. Là, on va optimiser, on va densifier et optimiser nos muscles, simplement, puis éviter qu'il y ait des lésions qui s'aggravent et aboutir à des déchirures. C'est pour ça qu'avant, il y avait des phénomènes qui étaient récurrents, les déchirures musculaires, les pubalgies, c'était la maladie du footballeur. Aujourd'hui, les footballeurs qui ont des pubalgies, il n'y en a plus, c'est plus des blessures qui existent.
il n'y en a quasiment plus. Alors que dans les années 80-90, c'était une blessure qui était hyper récurrente. Donc il y a deux choses qu'on fait pour ça, c'est le changement d'alimentation, et puis aussi maintenant tous les sportifs sont suivis en ostéopathie, donc, et les ostéopathes travaillent de plus en plus sur les viscères. Donc voilà, donc ça ce sont des pathologies, on va dire, de déchirure. Les déchirures musculaires, c'est très rare d'en voir. Maintenant, ça va être faut être clair, hein, c'est des matchs de tous les 3 jours. Je parle des champions, hein, là. Peut-être qu'il y a des grands champions dans la salle, hein, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui ont fait la Champions League mardi, mercredi, je ne sais pas. Mais en gros, voilà. Ouais, sur le canapé, faire gaffe, c'est qui là? C'est quel gardien qui s'était fait une déchirure, qui s'était... je sais plus quel gardien, là, en prenant la télécommande, je crois que c'était un gardien anglais, il s'était déchiré les ligaments du genou en allant chercher la télécommande en regardant la télé. Enfin voilà, c'était... Ou alors c'était Canizares, le gardien de l'Espagne, qui avait loupé la Coupe du Monde, parce qu'en se servant un verre, voilà, la bouteille de parfum, c'était sectionné le tendon d'Achille. Ouais. Il y a des blessures, il y en a beaucoup où, en fait, ils ne se blessent pas à l'entraînement, mais ils vont se blesser en allant chercher la télécommande, quoi. S'ils avaient une femme à proximité. Hein. Bref. Et donc, du coup, là, on se rend compte qu'il y a plus ces blessures-là. Il n'y a plus ces blessures-là. Et parce qu'il y a l'alimentation à changer, et puis qu'avant, on misait pas trop sur la récupération, puis en gros, c'était de la malbouffe. Hein. Vous avez plusieurs sportifs qui disent qu'encore les Gascogne, etc., ou même le championnat anglais, il y a ne serait-ce que 10 ans, c'était des sandwichs, il n'y avait pas de diététique. C'était vraiment comme leur football, hein, youpi, hurrah, on balance devant, on balance les snacks, le fish and chips. Il n'y avait pas d'intérêt pour la diététique. Et aujourd'hui, il n'y a plus un joueur qui ne peut pas être dans les clous, et maintenant, ils regardent l'indice de masse graisseuse. Les joueurs, on leur demande de manger au club entre midi et 2 pour être sûr de surveiller les diététiques. Il y en a beaucoup de clubs où les joueurs doivent prendre le petit déjeuner ensemble. Alors c'est autant pour faire une cohésion de groupe que pour être sûr de maîtriser, qu'il n'y ait pas de peur, tartine, etc. Et puis les mises au vert sont de plus en plus longues pour être sûr que les joueurs aussi bouffent pas n'importe quoi. Donc maintenant, les écarts des joueurs, on les voit l'été, quoi. Et l'été, on voit aussi de plus en plus de joueurs qui font des cures. L'exemple celui que j'ai observé le plus, qui est le plus flagrant pour moi, c'est Benzema. Si vous regardez Benzema, le teint de sa peau a beaucoup changé. Sur la dernière année, il avait un teint un peu grisâtre. Avant, maintenant, il a un teint vraiment très clair. Et puis, il avait un excédent graisseux. Et puis, pareil, lui, il avait souvent des lésions musculaires. Et il y a un centre en Italie qui s'appelle Merano, c'est en Italie du Nord. Et là, les cures de Merano, en fait, c'est des cures détox. Et comment se passe la cure détox? Ce qu'avec l'alimentation. Donc, c'est alimentation végétale. Donc, que des produits alcalins. Et puis, ils rajoutent des massages, des drainages lymphatiques, des exercices, de la proprio, etc. Et on leur rééduque alimentairement. Donc là, les seules céréales qu'il y a, c'est du sarrasin, du quinoa, et puis tout le reste, ce sont des végétaux. Et après, on voit un net changement. Donc il y a des joueurs qui en profitent pour faire des excès pendant les fêtes, puis il y a ceux qui essayent d'arriver à affûter pour la reprise, et puis qui sont au taquet mi-août. Et puis l'exemple le plus parlant, c'est celui que je vous parlais là en préambule au tout début, c'est Messi. Alors Messi, pareil, lui, il avait de nombreuses lésions musculaire, il avait beaucoup de blessures. Là, entre 2010 et 2014, il était très souvent blessé. Il enchaînait rarement 15 matchs d'affilée. Et puis, il s'est fait suivre en Italie. Il s'est fait suivre depuis 2014-2015 par un médecin italien. Je ne sais plus son nom. Vous pouvez retrouver ça sur Internet si vous cherchez. Qui travaille avec trois techniques. La première technique, c'est la kinésiologie, c'est-à-dire les tests musculaires. La deuxième technique, c'est l'homéopathie. Et la troisième, celle qu'il utilise le plus, c'est l'alimentation. Et il a demandé à Messi de changer complètement son alimentation, ce qui a fait un peu trembler le FC Barcelone. Mais l'avantage d'être Messi, c'est que quelque part, on n'a pas de patron. On peut se permettre de dire qui on veut à côté de nous dans le terrain, puis ce qu'on veut manger, parce que quand on est le meilleur joueur du monde, on a un petit peu des passe-droits. Et donc il a imposé de pouvoir être suivi par cette personne-là. Il lui a recommandé maximum de végétaux, une alimentation 100% biologique, plus de viande, mais que des poissons. Alors plus de viande à un Argentin, je ne sais pas si vous imaginez. Et puis uniquement des grains complets. Le peu de céréales qu'il y a, c'est que des grains complets, et donc que bio. Et lui, il a vu la différence. Et puis c'est en train de faire un petit peu une traînée de poudre au FT Barcelone. Et puis donc le FT Barcelone servant de modèle
pour tous les autres clubs, que ce soit sur le jeu, que ce soit sur l'organisation du club ou autre, et ben là c'est en train en gros de faire un petit peu une traînée de poudre dans les clubs. Donc cet exemple-là est intéressant, puis je dirais si on devait faire le pont avec un autre sport comme le tennis, l'exemple le plus parlant c'est Djokovic. Djokovic, lui qui est passé sur... alors vous avez sa marque qui est Jokolife, là, qui est sans gluten, et lui il avait expliqué qu'en arrêtant le gluten, il avait optimisé ses performances, sa récupération, donc il est sans gluten depuis 5-6 ans au moins, et maintenant il mange quasiment que végétal. On va dire qu'il est à 95% que végétal, puis un tout petit peu de produits animaux. Et pareil, Djokovic, aujourd'hui, c'est quand même une référence dans son sport. Et il ouvre maintenant des restaurants, notamment à Monaco, restaurants où on mange que des végétaux, biologiques. Il en a un, Monaco, c'est ça. Et puis en Serbie, il ouvre des restaurants, des chaînes, etc. Donc il fait la promotion de cela. Tout ça pour dire que si ce sont des sportifs qui sont numéro 1 dans leur sport et qui ont cette alimentation-là, c'est pas un effet de mode, parce qu'eux, ils peuvent pas se permettre de prendre des risques ou de jouer avec leur performance, parce que moins performant, tu perds vite ta place. Donc ils ont vraiment fait le pari de l'innovation. Et puis derrière, c'est en train d'influencer beaucoup de monde. Parce que quand ce sont des gens qui sont leaders, puis quand on voit les performances, puis que les performances sont augmentées, on se rend compte qu'il y a à faire. Autre personne qui a énormément influencé, la personne qui a eu la carrière la plus longue, pour moi, c'est Ryan Giggs. La carrière la plus longue au plus haut niveau, 42 ans, il était encore au top à Manchester, jamais de blessure. Lui, c'était alimentation et surtout yoga. Donc c'était 2 heures d'étirement tous les jours, yoga, etc. Donc voilà, et récupération et repos. Vous avez énormément de joueurs qui dorment beaucoup. L'exemple le plus parlant, c'était Georges Weah. Weah, lui, dormait 16 heures par jour. Donc c'était incroyable. Et donc ça, c'est une tradition, je dirais, dans le sport africain. Souvent, je conseille beaucoup de marathoniens qui ont un bon niveau, ou des triathlètes, des gens qui font l'Ironman. Et puis donc, je leur dis de manger comme ça, donc souvent, ça les fait rire. Et puis, une fois, c'était avec un marathonien. Puis il me dit, tu me demandes de manger comme les Kenyans. Et puis il rigole. Et je dis, oui, mais les Kenyans, ils sont devant ou derrière toi? Et là, il n'a pas rigolé. Et donc, en gros, ce que font les Kenyans, c'est 10 jours avant la compétition, pour les marathons, ils ne courent pas, ils ne s'entraînent pas, ils dorment. Parce qu'ils savent que l'énergie, c'est le repos, c'est pas l'alimentation, ou c'est pas l'exercice. Donc ils se reposent. Ils arrivent en compétition, pas atrophiés, comme on pourrait le penser, mais avec une énergie débordante, et ils lâchent tout, quoi. C'est comme un élastique comptant pendant 10 jours, et après ça part. Et là, il n'y a pas de blessure musculaire. En plus, ils font l'entraînement à haute altitude pour les globules rouges, et ils ont une alimentation qui est que végétale. Donc ce marathonien me disait là, il faisait hôtel commun avec les Kenyans ou les Éthiopiens. Il me disait, mais au restaurant, ils mangeaient que des fruits. C'était que des fruits, que des légumes. Je dis, oui, ils ne sont pas bêtes. Ils n'avaient pas allé sur les pattes, parce qu'ils connaissaient ça. Mais pragmatisme. Ils couraient aussi pieds nus en entraînement. Pourquoi? Pour renforcer le tendon d'Achille. Ils ont un tendon d'Achille qui est 3 fois plus large que les autres. Donc, possibilité d'avoir un impact, de rebondir à l'impulsion. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont pas des choses... Ils ont des sponsors, ils ont Puma pour leur payer des super godasses, et s'ils s'entraînent pieds nus, c'est pas pour rien. Tout a une logique, tout a une cohérence. Et là, aujourd'hui, c'est en train de faire mouche dans le football aussi. J'ai recherché rapidement, j'ai oublié le nom, c'est un coach, un préparateur physique anglais, qui est souvent appelé à la rescousse pour les joueurs blessés. Il a notamment remis sur pied Craig Bellamy, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un joueur du Pays de Galles qui est entraîneur de je ne sais plus quel club anglais. Et lui, c'est un super joueur de foot, mais il était tout le temps blessé. Et il enchaînait rarement 10 matchs. Donc très bon niveau, mais en gros les clubs anglais se le passaient parce que oui, c'est un bon joueur, mais un bon joueur de 15 matchs par saison. Donc sur 50, ça fait pas il n'est même pas là le tiers du temps. On sait pas quand on va donc on ne peut pas adapter un système de jeu en fonction de lui parce qu'il n'est jamais là. Et donc, il a demandé à un club de pouvoir travailler avec je suis désolé de ne pas trouver le nom du coach. S'il y en a qui s'intéressent, je pourrais rechercher pour vous, puis vous transpertez par email ou par Gilles, ou comme vous voulez, ou par Stéphanie. C'est vraiment intéressant, parce que lui, il a publié des études. Et donc, lui, quand il arrive avec des joueurs, il les faisait s'entraîner 3 fois moins que les autres. Donc, les clubs s'arrachaient les cheveux en disant, mais déjà qu'il n'est jamais là, si en plus... Et plus de blessures. Et la première fois que Greg Bellamy a travaillé avec cet entraîneur-là, il a enchaîné pour la première fois 12 matchs d'affilée, il en a fait 45 d'affilée. Moins, mais bien. On est dans une surconsommation alimentaire, mais on est aussi dans une surconsommation d'activité.
là où à certains moments c'est le repos. Et là, ça commence tout doucement à entrer dans des mœurs. C'est pour ça que là, Messi, contre les Ganes, ce week-end, il est sur le banc de touche. Même si c'est le meilleur joueur au monde, même s'il y a les sponsors, même s'il y a tout ça, on se rend bien compte qu'il y a une usure prématurée. Et quand on regarde, il y a des joueurs, on dit, il arrête sa carrière tôt. Oui, simplement pourquoi? Parce qu'il a commencé tôt. Un joueur comme Messi, il a commencé à 16 ans sa carrière pro. On estime grosso modo qu'on a 10-12 ans de carrière pro à très haut niveau. Lui, il a 31. Non. Alors la chance, c'est qu'il marche sur le terrain, sur beaucoup de phases de jeu. Et puis qu'après qu'il accélère sur les 30 derniers mètres, il marche beaucoup, mais il n'est pas bête. Parce que lui, c'est sa vision du jeu qui fait tout. Mais si vous regardez les autres joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui se pètent à 27-28 ans, on se dit c'est tôt. Mais ouais, mais ils ont commencé à 16 ans. Donc là, il y avait presque, ils n'étaient pas encore adultes avec leur corps d'adultes, qu'ils avaient déjà des entraînements d'adultes ultra performants. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il y a des stats qui ont été faits sur les joueurs qui avaient des blessures de longue durée. Rupture des ligaments croisés, voilà, c'est 9 mois, 1 an. Et ben ce joueur-là, paradoxalement, des carrières plus longues, parce qu'ils ont été mis à l'arrêt forcé pendant 1 an. Donc c'est 1 an où les tissus se reconstruisent, se régénèrent. Donc là, on est en train de changer un petit peu de paradigme dans le sport, et bien quelque part imposer des phases de récupération. C'est pour ça que la Neymar, c'est une blessure qui est très dommageable pour le PSG, très intéressante pour l'équipe du Brésil en vue de la Coupe du Monde. Parce que bon, lui, son pied sera retapé, mais par contre, il sera au top, quoi. Parce que même pas avec Paris, si vous regardez, il y a beaucoup de matchs où, à mon avis, c'était dans le contrat. Moi, mon objectif, c'est Coupe du Monde. Donc, Guingamp, il avait marqué un quadruplé contre Guingamp. Donc, Guingamp, c'est pas le bon exemple. Donc, voilà, il y a que certains. Voilà, contre Sochaux, il était même pas sur la feuille de match. Il est resté à Paris. Moi, il valait pas le déplacement dans notre région. Hein. Il avait peur de. Bon, le terrain était dégueulasse. Il était un peu. Il était gelé. Hein. Oui, il y avait l'anniversaire. Ouais. Ouais, bon, voilà, il y a plusieurs choses. Mais bon, bref, il y a quelques matchs où il était même pas sur la feuille de match. Aussi parce que lui, il a commencé, c'était une star déjà à 14 ans, quoi. Donc il jouait déjà avec les pros à 14-15 ans. Donc il le sait, ça, qu'en plus avec son physique, il a un physique qui n'est pas. Enfin, il est plutôt chétif, quoi. Qui durera pas longtemps s'il joue à fond tout le temps. Donc il y a cette notion-là qui est introduite. Et encore une fois, je dirais que le fait que Neymar coûte 220 millions d'euros et 20 millions de salaire par an, pousse l'employeur, donc le club, ou la sélection nationale, à essayer d'y aller mollo parce que c'est un investissement qui se fait sur la durée. Certes, ça remplit peut-être un peu moins le stade certains jours, ça fait peut-être un peu moins venir les sponsors en loge ou autres, mais ça évitera que le joueur se pète et des blessures musculaires. Donc c'est en train de rentrer, c'est pour ça que j'ai commencé en disant, par l'enjeu économique, je dis c'est horrible de savoir ça, mais on va dire il faut au moins que ça apporte une bonne chose, la marchandisation, c'est qu'on considère le joueur comme une valeur marchande, ce qui est dégueulasse, mais en cherchant à la protéger, on lui rend service et on rend service à sa santé. C'est pour ça qu'aussi vous voyez des joueurs qui arrivent, qui sont complètement pétés à 40 ans, parce qu'ils ont tiré sur la corde pendant 20 ans de leur carrière. Voilà, de toute façon, je ne pourrais pas être exhaustif parce que là, évidemment, en 3/4 d'heure, 1 heure, c'est pas possible de tout aborder. J'espère en tout cas que ça vous a permis d'avoir 2-3 notions nouvelles en tête. Peut-être que ça vous donne aussi l'envie de fouiller 2-3 éléments, que ça peut vous inspirer. Puis, le plus simple, c'est pas de croire ce que j'ai pu vous dire, vous expliquer, c'est de l'expérimenter. Et puis vous regardez votre corps, et là, par contre, vous pouvez sortir le cardio-fréquence-mètre ou sortir le chrono. Sur les parcours que vous connaissez bien, les tours de terrain que vous connaissez bien, vous dites je chronomètre avec mon alimentation normale, vous testez un mois de changement d'alimentation. Moi, sur une vie, c'est pas grand-chose. Si vous voyez que c'est favorable, vous observez vous aussi les crampes, les courbatures, la peau, la souplesse de la peau, les urines, qu'est-ce que ça dit, le système digestif. Si vous voyez des changements, vous adaptez en conséquence, puis vous affinez. Il n'y a pas... Là, j'ai donné des choses génériques parce qu'évidemment, il faudrait que je vous parle à tous. Là, vous êtes tous de sexes différents, d'âges différents, de morphotypes différents. Évidemment qu'un stopper, il va pas courir autant qu'un ailier. Voilà, il y a toute une demande, il y a toutes ces choses-là qu'il faut voir. Donc c'est toujours à individualiser. Faut fuir les grandes recommandations générales, ça veut rien dire. Donc là, c'est un climax, on va dire, un cadre. Et dans ce cadre-là, c'est à vous de faire les tests et les expériences pour trouver ce qui vous convient le mieux. Et puis faire gaffe, grignotage, et puis surtout ce qu'il faut faire, surtout avec les jeunes, junk food, bouffe industrielle, les chips, les sucreries, les sodas, alors ça c'est, mais
catastrophique. De toute façon, c'est simple. Vous prenez du coca, vous voulez décaper quelque chose, vous utilisez du coca. Donc, si on me dit que c'est pas acide, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc, voilà, évidemment que dans le corps, c'est une catastrophe. Ce sont des catastrophes. Donc, préférez les jus de fruits frais, les jus de légumes, prendre des super aliments à mettre dedans. Enfin, voilà, des petites poudres de spiruline, c'est pas mauvais. Voilà, au moins, même si on ne rajoute pas des choses, au moins enlever ce qui est mauvais. Voilà, ça c'est clair, et surtout pour les ados, où moi j'en vois de plus en plus qui ont des lésions musculaires, parce que sport à haut niveau, puis bouffe catastrophique à côté. Donc voilà, être vraiment vigilant par rapport à ça. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis on peut prendre un petit temps d'échange si vous avez des questions, ou des partages, ou des expériences qui viendraient appuyer ça. C'est avec plaisir qu'on prendra un peu de temps. Merci à vous. Merci. Je vais commencer. Allez, vas-y. C'est surtout moi par rapport aux protéines. C'est le truc qui m'interroge le plus. Parce qu'on entend quand même souvent, alors c'est pareil, c'est peut-être quelque chose comme ça d'entrée, mais les protéines, c'est quand même l'élément qui participe le plus à la construction musculaire. C'est ça, ouais. Et donc de réduire les protéines par rapport, par exemple, dans la phase de la construction du joueur, on va dire dans les 16-20 ans, la période où on va le plus travailler au niveau musculaire avec les jeunes pour essayer de leur faire gagner de la masse musculaire. Est-ce que d'avoir quand même plus de protéines, c'est intéressant ou c'est pas intéressant? Alors, là, je disais, j'ai oublié une grave connerie, ta question me fait penser à un grave oubli. C'est tellement évident que. Alors, je vais l'écrire, il n'y a pas de rouge, sinon j'aurais mis en rouge, mais je vais le mettre comme ça. Produits laitiers. Donc, ça, produits laitiers. Votre avis, quelle case, quelle colonne? Voilà. Mais tous les produits laitiers ou le fromage blanc, c'est qui vont être parce que... Alors déjà, tout ce qui est à base de lait de vache, s'il n'est pas cru ou fermenté, c'est hyper acide. Ça, c'est l'aliment de croissance du veau. Ça, c'est une catastrophe. Et là, pour les ados, le premier truc, pour tout le monde, pour tout le monde, ça, c'est catastrophe. Même la concoyote. Ça, c'est une catastrophe. Après, si vous prenez du chèvre ou du brebis cru, franchement, ça va. Mais il y a tellement de facteurs de croissance, de gras, et surtout de calcium. Paradoxalement, vous devez me dire, le calcium, on a dit que c'était bon. C'était à droite. Oui, mais c'est du calcium qu'on peut au maximum en fixer qu'à 30%. Je vais revenir à ta question, je la zappe pas, t'inquiète. Mais là, c'est vraiment important, c'est un oubli qui est vraiment lamentable de ma part. Et donc, il y a en médecine ce qu'on appelle un paradoxe calcium. Le paradoxe calcium, c'est de dire les cas d'ostéoporose apparaissent chez les grands consommateurs de produits laitiers. Donc, on ne comprend pas pourquoi. Mais vous le comprenez aujourd'hui avec ce qu'on a vu, c'est que s'il y a 70% du calcium des produits laitiers qu'on ne peut pas fixer, ce sont donc des déchets, donc des acides. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour contrer les acides? On a vu des minéraux alcalins, magnésium, calcium, potassium, sodium. Et en premier lieu, c'est le calcium. Si on ne compte que sur les produits laitiers pour notre calcium, on n'en aura pas assez pour tamponner les déchets amenés par les produits laitiers, donc on ira taper dans les réserves osseuses. Ça, c'est une catastrophe. Et donc, ça, parce que c'est protéiné aussi, les produits laitiers. C'est vraiment catastrophique. Mais c'est pour ça qu'en naturopathie, la première mesure qu'on fait, c'est d'enlever les produits laitiers à quelqu'un et il y a toujours une amélioration. Toujours. Quel que soit l'état de santé, toujours. C'est tout ce qui est fromage aussi. Ouais. Tout ce qui est travaillé. Donc c'est moins pire pour. Alors prenez les bio, prenez les crus, plutôt chèvre et brebis. Là c'est très. Parce que c'est des individus. Évidemment, le veau doit prendre 1 kilo par jour. Pendant 3 mois, il doit prendre 100 kilos dans les 3 premiers mois. Donc voilà, puis il y a des hormones de croissance. Nous, on n'a pas besoin d'autant. Enfin bref, on dit aussi surtout que l'être humain est le seul mammifère qui, une fois adulte, continue de prendre du lait. Oui, et puis de lait d'une autre espèce. C'est au départ, en général, qu'on a besoin de lait pour grandir, mais après, on ne devrait plus en consommer. Exactement, c'est un aliment de croissance. Donc hors période de croissance, qu'est-ce que ça va faire croître? Des tissus malades, quoi. Et puis en plus, on prend le lait d'une autre espèce. Donc une espèce qui n'est pas adaptée à la nôtre. Et on boit du lait de vache parce que la vache, c'est ce qui donne le plus de lait, ce qu'elle peut faire facilement. C'est 50-60 litres de lait par jour, quoi, aujourd'hui. Ça tire. Donc, mais si c'est de lait cru ou fermenté, ça passe. Parce qu'il y a l'enzyme dedans. Fermenté, par exemple, le fromage blanc, c'est fermenté? Pas tous, je crois. Pas tous. Je sens que tu es accro au fromage blanc. Parce que moi, par exemple, j'ai vu
Ah, J'ai mais- arrêté de boire du lait et j'ai plus jamais eu. Bah voilà, exactement. Donc c'est ce que. Je mange du fromage blanc. Voilà. Là, clairement, c'est le cas le plus parlant. Là, tu vois, quand je disais la sécheresse des tissus, l'acidité sur les tissus amenée, là, c'est voilà. Bon, merci de partager l'expérience. Question web, mais acide lactique, ça a un rapport avec le lait ou... Alors, non, c'est des bactéries lactiques. Non, acide lactique, c'est donc c'est pour ça que tu en auras dans le vin blanc, dans d'autres choses, ouais. Mais évidemment, c'est favorisé par le lait. Hein? Et donc, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc du coup, alors là, c'est un cas typique là que tu racontes, mais c'est typique sur les blessures musculaires. Et là, sur les gens qui font du trail, eux, il n'y a plus personne qui consomme des produits laitiers. Ils le voient tout de suite, parce que ça, c'est clair. Donc pour revenir à la question de protéines, oui, bien sûr, c'est important, mais par contre, il faut les mettre après le sport et pas en aussi grande quantité. C'est pour ça que moi, celle que je recommande, c'est dans l'ordre, on va dire les œufs, les petits poissons gras, les viscères et tout ce qui est à base de chèvre ou brebis crues. Voilà, là vous avez des protéines de très haute qualité. Parce qu'après, derrière la protéine, vous avez c'est un terme un peu technique, c'est PDCCAS, Potential Amino Acid, je ne sais plus quoi, c'est un acronyme anglais, un truc bizarre. En gros, c'est de dire, normalement, là, les standards en nutrition, c'est de dire il faut 1 gramme de protéines par kilo. Donc, imagine que tu fasses 50 kilos, voilà. 50 kilos, donc on dit il faut 50 grammes de protéines. T'es d'accord? 50 grammes de protéines. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend dans 50 grammes de protéines? On se dit par exemple, je vais prendre 50 grammes de bœuf, par exemple. Est-ce que c'est le cas? Vous doutez bien qu'il y a un piège. Mais non, parce que dans les 50 grammes de bœuf, déjà, il n'y a pas que de la protéine. Exactement, il y en a 25%. Donc il faut que j'en mange 4 fois plus. 4 fois plus, donc il faut déjà que j'arrive à 200 grammes. Sauf que dans ces 200 grammes, est-ce que toutes les protéines, c'est-à-dire les acides aminés, les chaînes, parce que derrière les protéines, c'est des chaînes d'acides aminés, est-ce qu'elles sont toutes assimilables? Non. Le bœuf, c'est à 75%, donc il faut que je multiplie en gros par 1,2. Donc il faut de 200, 240, on va dire, en gros. Donc voilà. Donc pour avoir simplement 50 grammes de protéines, il faudrait manger 250 grammes. Si tu ne comptes que sur la viande, voilà, que sur cet aliment-là. Donc ça c'est une chose. Et donc l'avantage du blanc d'œuf, c'est qu'on aura 100% d'assimilation. Et c'est pour ça que par exemple les culturistes, vous savez, ils prennent de la whey, la protéine de lait. Parce que la protéine de lait, on en tire 100, c'est du lactosérum, on en tire 100% des bénéfices. Et puis c'est pour ça qu'ils font des omelettes, des œufs à gogo, quoi. C'est pour ça, ils optimisent. Parce qu'ils savent que c'est acidifiant, donc ils prennent le moins pire, entre guillemets. Et donc, oui, les protéines, c'est important, mais on va dire, c'est 10% du volume calorique que tu vas manger. Donc si tu manges, par exemple, quelqu'un de ta constitution, c'est à peu près 1400-1500 calories. Donc c'est-à-dire que tu devrais consommer 150 calories de protéines. Donc sur ces protéines-là, 150 de protéines effectives. Donc après, tu vas au total 150 calories. Ouais. Donc ça, c'est très peu, mais il faut prendre des très bonnes. Donc si tu, par exemple, un ado, bon déjà des protéines animales c'est 1 fois par jour, mais tu peux aussi compter des protéines végétales. Si on regarde par exemple les oléagineux, tu as des protéines, la banane, tu as 7% de protéines. Les oléagineux, j'ai dit, tu as 10-15% de protéines. Donc un petit déjeuner pour un ado, tu vois, ça va être des fruits et des oléagineux. Tu vois, des amandes, des noix de cajou, des choses comme ça, tu te fais un bon truc. Le midi, par exemple, ça va être des légumes et puis donc du gras, parce que là c'est vraiment le système hormonal qui est à fond, tout le système endocrinien qui est en maturation, en pleine poussée. Et puis il y a l'afflux de la testostérone. Et la testostérone, c'est une hormone anabolisante, donc qui construit du muscle. C'est pour ça que faire du sport à jeun, on stimule la production de testostérone. Donc c'est pour ça que maintenant dans le culturisme, ils s'entraînent à jeun le matin pour booster la testostérone. Voilà, c'est peut-être des choses que vous avez entendues à droite à gauche. Là, j'espère que ça fait le lien. Et donc les protéines, c'est pas si important, il faut bien les prendre au bon moment. S'ils s'entraînent par exemple en fin de journée, c'est clair que les protéines, il va les mettre le soir. Donc tu fais tourner un coup, je sais pas, une omelette, ensuite des petits poissons gras, ensuite, je sais pas, du blanc de poulet,
Ça peut être aussi, de temps en temps, voilà, même un steak de soja, ou j'en sais rien, des choses qui sont protéinées, plutôt le soir. Et le midi, légumes et gras. Puis s'il aime bien, s'il fait un gros entraînement l'après-midi, là, il peut mettre quelques glucides, mais pas n'importe lesquels. Ça peut être du sarrasin, du quinoa, ça peut être du petit épeautre, voilà, des choses comme ça, millet. Maintenant, vous avez des pâtes du riz, demi-complet, des choses comme ça. Et ça, franchement, ça passe bien, quoi. Le riz, et pareil, le riz blanc. J'ai oublié de parler du riz blanc, mais il n'y a rien dedans. Toujours prendre du riz au moins demi-complet, qui restitue de la fibre, qui empêche la pique de glycémie, etc. Donc les protéines plutôt le soir. Et franchement, même pour conseiller des gens voilà, d'un bon niveau, ça tient. J'ai même eu en consultation le champion de France Ironman amateur, donc qui est de Besançon. Il est sapeur-pompier, donc Ironman, je ne sais pas si vous voyez, la fois où je l'avais vu en consultation, je dis tiens, tu t'entraînes comment? Il me dit j'ai une douleur à la cuisse, je fais un petit entraînement aujourd'hui. Je l'ai fait que il me dit j'ai pas fait grand chose ce matin, j'ai couru 15 km, j'ai fait 110 km en vélo, puis là je vais aller j'ai 3 km, puis je vais rentrer, c'est tout. Ok, petite journée. Il faisait faire celui d'Hawaï. J'ai pas recommandé beaucoup plus de protéines. Et ça tient. C'est là où, si vous regardez Michael Phelps, vous connaissez le nageur, lui s'envoie en période olympique, c'est pendant les JO de Londres, entre 6 et 7 000 calories par jour. Là, il est en train de... Enfin, c'est clair qu'il ne peut pas faire autrement qu'avoir une énorme maladie à 50 ans, c'est pas possible. Il mange comme 3 adultes tous les jours en faisant de l'effort intensif. Là, c'est... Alors, j'imagine qu'il est surdopé. Je vois pas comment en étant 7 heures par jour dans un bassin, en prenant 6000 calories, on puisse pas exploser son corps. Ça me... Alors il est mutant, hein, il a des bras longs, des trucs longs. Là, il y a des fois, quand on s'intéresse à la physiologie humaine, on se pose vraiment des questions. C'est 8 heures d'entraînement piscine tous les jours, 365 jours par an. Là, vous avez tout le monde à nager, tout le monde voit ce que c'est. C'est violent. Et c'est violent pour les organes d'avoir à gérer... Enfin, là, je parlais par exemple de 1500 calories pour Stéphanie, c'est-à-dire 4 fois plus. C'est-à-dire que les reins fonctionnent 4 fois plus, le foie fonctionne 4 fois plus, les intestins fonctionnent 4 fois plus, le cœur fonctionne 4 fois plus. C'est pas le même gabarit, mais quand même. Donc voilà, il faut vraiment faire gaffe. Et vraiment, les protéines, c'est pas si important. Bonne qualité, au bon moment. Donc après l'effort, et des protéines facilement assimilables. Et c'est pas un souci compris dans la prise de masse. Évidemment, plus il y aura d'activité physique, si c'est 2 entraînements par jour, et là, après l'entraînement du matin, on reprend des protéines le midi aussi. Si c'est un entraînement par jour, après chaque effort physique, on prend des protéines. Et on les dispatche bien. Si c'est sport-études, tu vois, qui est vraiment poussé, là, tu peux en prendre 2 par jour. Mais il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Juste, et puis, on calcule, c'est 10% au niveau de l'apport calorique. Je ne sais pas si ça répond à ta question. De toute façon, elle mange des chips. Ah, d'accord. Alors, ce que je disais tout à l'heure, après on passera à la remise des dotations, donc s'il y en a qui veulent partir, après on pourra continuer à discuter s'il y en a pour des questions. Mais l'alimentation, moi je vois les collégiens là. Les ados c'est cata. C'est cata. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin au collège avec des curlis et puis des mini saucissons. Ils sortent de leur sac, c'est une bouteille d'Ice-Tea, c'est pas de l'eau, c'est du sucre. Je généralise peut-être un peu, mais c'est fait. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Les arbres des collèges, c'est comme ça, tout le matin. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des sandwicheries qui s'installent en face des collèges et lycées maintenant. Et les élèves se mettent en demi-pension ou en externat pour aller manger. Ça se fait de plus dans les grandes villes, Besançon, etc., Dijon. C'est ce qui se fait. C'est moi. Ils peuvent pas manger à la cantine parce qu'ils trouvent que c'est important. C'est pas bon. Les céréales dont tu parles, mais... Non, oui, c'est souvent du riz, des légumes. Bon, des fois, c'est vrai que c'est pas très bien cuisiné, mais quand même, je dis par rapport à un sandwich, par rapport à un kebab. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est équilibré. Et puis, puis, je veux dire, c'est par rapport à un kebab et un sandwich, manger ça tous les jours, et puis, comme tu dis, plus les boissons gazeuses et tout, là, c'est une cata. Hein. Enfin, moi, parce qu'un enfant, par essence, il est un peu subversif au départ. Oui, c'est ça. Il est un peu. puis, il est tout forcément ça. attiré par Donc, la notion de plaisir, c'est bien, ce qu'il faut de temps en temps. Oui, bien sûr, évidemment. La mentalité globale pour tout ça, on n'y est pas. Mais petit à petit, pourquoi pas. C'est ça. Mais clairement, un enfant, pour lui faire dire, papa, on veut manger ça. Là, le problème, je me rends compte. Tu manges naturel.
Oui, c'est déjà, c'est ça. Je pense que ce qu'on produit chez soi, on a un peu de jardin, et compagnie, c'est déjà... Ah bah ça, c'est déjà le top. Hein. Mais tu sais, le truc, en plus, je me rends compte, ce qui est vice-là, c'est que les parents, souvent, disent, bah, ils mangent équilibré à la cantine, ce qui est faux, parce que moi, souvent, je dis, c'est la poubelle qui mange équilibré. Hein. Parce que c'est quand on regarde. Donc, ils pensent qu'ils mangent équilibré, donc le soir, ils disent, bah bon, on n'est pas un peu fatigué. On va manger juste des pâtes avec du gruyère râpé, quoi. Ou alors, bah, ce que tu veux, un plat, truc au micro-ondes, en se disant, bah, il a eu un truc équilibré, sauf que c'est pas le cas. Donc du coup, bah, il mange pas équilibré une fois dans la journée. Et ça c'est un truc qui est très récent. Hein. Et en plus, les jeux, malheureusement. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, il y a beaucoup de familles monoparentales où, bah, voilà, il suffit que tu aies 2 gamins tout seul, bah, du coup, avant, il y en a un qui se dispatchait le temps, il y en a un qui fait la cuisine pendant que l'autre fait le ménage ou donne le bain, et que maintenant, bah, du coup, c'est un peu plus chargé. Il y a tout ça à voir. C'est vrai qu'il y a un contexte de vie qui a changé, ouais, vie sociale qui a changé. Et puis clairement, il faut dire ce qui est, la malbouffe, ça coûte pas cher. Ça coûte rien. Parce que quand vous voyez, là, il y a beaucoup de pays où les boissons gazeuses coûtent moins cher que l'eau. Ah, c'est un truc. Les pays mexicains, c'est Coca, c'est Pepsi, c'est clair et net. C'est clair. Ah ouais. Ah ouais. J'ai voyagé un peu, j'étais en Asie, Inde, Chine, puis j'étais au Guatemala l'année dernière. Tu vas dans les restos, ce que tu dis, c'est exactement ça. Tu achètes une bouteille d'eau, ça coûte moins cher que de prendre un coca ou une bière, c'est affolant. Ouais. Ah ouais, c'est des choses qui sont assez marquantes. Donc c'est là où ça passera que par la pédagogie, le changement. C'est vrai que pour les jeunes, le sport, voilà, ceux qui aiment ça, c'est bien, mais c'est de leur dire ça suffit pas. Puis le risque, c'est, alors faut y aller par la carotte, c'est de dire voilà, pour ça que les grands champions, t'as vu comment ils mangent, essayez un petit peu d'avoir cette dynamique là. Et puis de leur dire que si leur outil de plaisir c'est leur corps, qu'ils aillent de la même façon qu'ils vont mettre de bonne essence dans la mobilette ou dans le scooter, c'est de faire un peu pareil dans le corps humain. Comme tu dis, hein, le but c'est pas d'être parfait, mais c'est au moins de dire un bon repas par jour, et puis tu pourras te faire plaisir si derrière t'es cohérent. Et pas vivre que dans le plaisir, quoi. J'ai juste un bémol sur les fruits et légumes. Ouais. Tu as parlé d'un truc, il y a une catastrophe écologique, c'est la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Ouais. Aujourd'hui, pour produire des fruits, il faut de l'eau. Ouais. Et puis donc les sols pollués. Alors j'ai envie de... En gros, on ouvre des aliments sains, mais qui sont pollués. Alors ce qui consomme le plus d'eau, c'est l'élevage bovin. Pour 1 kilo de viande, il faut 10 000 litres d'eau. Et donc les bovins mangent des céréales. Les céréales, on les cultive avec l'eau. Donc c'est surtout, en fait, ce qui consomme le plus, c'est l'élevage bovin. C'est pour ça que c'est une catastrophe en Amérique du Sud. Ouais, là, c'est vraiment une catastrophe. Donc on fait du céréal et du soja pour nourrir le bétail maintenant. C'est les céréales. D'ailleurs, c'est pour ça... Comment ? Puis le bétail, après, on mange nous. Voilà, c'est ça. Oui, si on vous fait le céréal directement, on utilise moins d'eau. C'est un peu ça qui est en train d'arriver. C'est que je pense que par la force des choses, si on veut que tout le monde mange un petit peu près à sa faim, ce qui pourrait être possible hein, déjà mais ce qui consomme les végétaux consomment peu d'eau. Et puis surtout quand on utilise des variétés anciennes de fruits et de légumes qui sont plus résistantes à la sécheresse notamment, des vieux plants de tomates, on a moins besoin d'arroser, ne serait-ce qu'artificiellement, on tient sur la saison. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que voilà, si jamais il y avait une dernière question avant la remise. Ok. Bon, je m'éclipse. Bah non. Ah bon, je reste alors.